Mes chers collègues, bonjour à toutes. Et je vous propose que nous commencions cette audition. Je souhaite d'abord, bien entendu, excuser la présidente Véronique Loton qui ne pouvait pas être là et que je remplace donc aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue en notre nom à toutes et tous à Monsieur Jean-Benoît Dujol, directeur général de la cohésion sociale, Madame Catherine Petit, chef du service des droits des femmes et de l'égalité, et à Madame Catherine Morin, adjointe à la chef de service. Alors je n'avais pas le quatrième intervenant. Monsieur Bossignac, également bienvenue à la délégation aux droits des femmes. Avant de passer à notre ordre du jour, permettez-moi de vous indiquer un point d'agenda qui n'avait pas pu vous être communiqué par notre présidente lors de la précédente plénière. Mardi prochain, le 17 octobre, après les questions au gouvernement, nous entendrons en audition plénière Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, dans le cadre notamment de notre saisine sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Messieurs, mesdames, je vous remercie vivement d'avoir pu vous rendre disponible en cette période particulièrement chargée pour venir éclairer notre rapporteur, Julie Delpech, et les membres de la délégation dans le cadre de notre saisine sur le projet de loi de finances pour 2024 et plus particulièrement sur le programme 137 et le document de politique transversale sur la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Avant de laisser la parole à notre rapporteur, je me permets de préciser à nos collègues présentes que notre audition se tient pour des raisons d'agenda dans un temps relativement contraint avec un objectif de fin autour de 18 heures. Pour cette raison, nos auditionnés répondront en premier lieu à l'intervention et aux questions de notre rapporteur, puis les prises de parole et questions devront se limiter à un orateur ou une oratrice par groupe pour une durée de 2 minutes et je vous demanderai de veiller à respecter votre temps de parole. Nos auditionnés répondront de façon regroupée à ces questions et interventions et si toutefois le temps le permettait, bien entendu, nous pourrions reprendre une série de questions ensuite. Je ne serai pas plus long et je cède tout de suite la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général, Madame la chef de service, Madame la chef adjointe. Tout d'abord, je vous remercie vivement de vous être rendus tous trois disponibles pour cette audition. Nous savons tous ici combien la période est chargée pour l'ensemble des services chargés de la préparation du projet de loi de finances et de l'ensemble de ses annexes et que vous êtes donc très sollicités par les différents organes chargés de les examiner. Comme chaque année, la délégation aux droits des femmes s'est saisie de la seconde partie du projet de loi de finances et plus particulièrement du programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances, ainsi que du document de politique transversale, politique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous serons donc ravis d'entendre votre présentation dans des grandes lignes du programme 137, de son projet annuel de performance pour 2024 et de son exécution sur l'année 2023, ainsi que du document de politique transversale, de son périmètre et de ses principales évolutions. Si le DPT n'a toujours pas été déposé, le PAP du programme 137 l'a en revanche été depuis le 3 octobre et j'ai donc eu la possibilité d'en examiner les grandes lignes en amont de cette audition. Permettez-moi donc d'y réagir brièvement et de vous adresser quelques questions complémentaires. Sur la présentation, tout d'abord, les actions 23, 24 et 25 restent inchangées par rapport à l'an dernier. Si cette stabilité a son utilité pour notre travail de contrôle, je continue à regretter le manque de clarté de certains aspects qui ne facilitent ni la lisibilité de l'action gouvernementale, ni l'évaluation de sa performance. Je ne mentionnerai ici que les deux aspects les plus saillants. Tout d'abord, il est dommage qu'il n'y ait pas de correspondance entre le périmètre des actions du programme et celui de ses objectifs. Envisagez-vous de clarifier ce point au cours des prochains exercices ? Ensuite, j'avais déjà mentionné ce point dans mon rapport de l'an dernier, l'intitulé de l'objectif 2, mesurer l'effet de levier du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l'égalité professionnelle n'est pas satisfaisant. En effet, un programme ne saurait avoir pour objectif de mesurer sa propre efficacité. La mesure de l'efficacité est inhérente à la démarche de performance et ce sont les indicateurs qui doivent jouer ce rôle. Or, les indicateurs associés à cet objectif sont pour le moins peu explicites ou peu déterminants. Le PAP mentionne pourtant des chiffres intéressants sur le taux des métiers mixtes ou encore le taux de femmes parmi les entrepreneurs. Voilà des indicateurs qui seraient à mon avis bien plus déterminants et tout à fait intéressants à suivre. Pouvez-vous nous expliquer ces choix et s'ils sont susceptibles d'évoluer dans les prochains exercices ?
Sur le fond maintenant, le programme 137 est cette année encore en augmentation de 20% pour atteindre 76 millions d'euros. Cette augmentation est liée à la création d'une nouvelle action 26 qui retrace les crédits prévus pour la mise en œuvre de l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales. Prévu par la loi du 28 février 2023, ce dispositif entrera en vigueur au 1er décembre et j'aimerais vous adresser quelques questions. Tout d'abord, les textes réglementaires ne sont toujours pas parus à quelques semaines de cette entrée en vigueur. Pouvez-vous nous rassurer en nous indiquant à quelle date ils paraîtront ? Nous serons notamment très attentifs à ce que les situations dans lesquelles cette aide prendrait la forme d'une avance remboursable soient extrêmement circonscrites et à ce que le remboursement soit dans ces cas effectivement supporté par l'auteur des violences et non par la victime. Ensuite, ces textes non parus devaient notamment prévoir les montants et plafonds de l'aide, ainsi que ses modalités de versement. Sans ces informations, il nous est difficile d'apprécier les crédits prévus, à savoir 13 millions d'euros pour l'année 2024. Pouvez-vous nous indiquer quelles hypothèses ont été prises pour parvenir à ce montant ? Outre cette augmentation substantielle des crédits du programme lié à la mise en place de cette nouvelle aide prévue par la loi, le projet annuel de performance prévoit notamment un nouveau renforcement conséquent des moyens des centres d'information des femmes et des familles, les CIDFF, qui œuvrent particulièrement en matière d'accès aux droits et pour favoriser l'autonomie économique des femmes. Des moyens supplémentaires aux lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation et aux accueils de jour qui prennent en charge les victimes de violences et le renforcement des dispositifs d'aller vers. Un léger renforcement de l'enveloppe de l'AFIS qui soutient les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution. Et enfin, un soutien accru aux projets innovants visant à diffuser la culture de l'égalité. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Toutefois, si l'on s'en tient au périmètre 2023 du programme, c'est-à-dire aux actions 23, 24 et 25, le PAB 2024 marque en réalité une baisse des crédits par rapport à la loi de finances initiale pour 2023 d'environ 3,7%, soit près de 2,4 millions d'euros, ce que je déplore. Les actions de sensibilisation et de communication de l'action 23 apparaissent clairement en baisse de plus de 42%. Quant au plan d'action territorialisé visant à diffuser la culture de l'égalité, ils n'apparaissent plus dans le projet annuel de performance. Toutefois, ce dernier ne permet pas d'identifier de façon claire les crédits en baisse. Pouvez-vous nous indiquer précisément quels sont les dispositifs concernés par la réduction des crédits observés à périmètre constant et quelles ont été les raisons qui ont conduit à ces choix ? Pour finir, je souhaite aborder un point qui fait écho à nos précédents rapports sur le PLF et à la mission d'information de mes collègues Céline Calvez et Sandrine Josso, la budgétisation intégrant l'égalité. Le projet annuel de performance du programme 137 mentionne le renforcement de cette démarche en 2024 sous l'égide de la direction du budget en lien avec la DGCS sur la base des travaux d'une mission qui sera confiée à l'IGF et à l'IGAS. La création de cette mission, qui correspond à l'une des recommandations de mes collègues et a été annoncée devant la délégation en juillet par le ministre du Budget, est-elle initiée ? Quel est le calendrier prévisionnel de ces travaux et plus largement de l'intégration de la BIE dans les exercices budgétaires à venir ? Pouvez-vous nous indiquer si la maquette de performance intègre déjà cette année de nouveaux indicateurs et sous-indicateurs genrés ? Je vous remercie vivement, mesdames et messieurs, pour les précisions que vous voudrez bien nous apporter sur ces différents points. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Et monsieur, mesdames, vous avez la parole pour vos interventions. Merci beaucoup, monsieur le président, madame la rapporteure. Oui, ça fonctionne. Très heureux d'être avec vous cet après-midi pour échanger sur le programme 137 qui porte une partie de l'action du gouvernement en matière d'égalité femmes-hommes. J'insiste sur une partie parce que on regarde notamment par exemple de la mission siècle, ce sont des crédits qui peuvent apparaître relativement limités puisque la budgétisation qui est proposée pour 2024 s'établit à 76 millions d'euros comme vous l'avez relevé. Là où la mission siècle représente plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais c'est évidemment qu'une contribution à la politique conduite par le gouvernement et pour rendre mieux justice à l'ensemble de l'action de l'État en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, il faut se reporter, comme vous l'avez fait, au document de politique transversale que nous mettons à jour régulièrement. Alors, je suis un peu confus parce que vous n'avez pas encore été destinataire et est en cours de bouclage, enfin de validation en l'occurrence à la direction du budget et en tout début de semaine prochaine, me dit-on, il pourra vous être communiqué. Alors,
Voilà. Comme souvent, on affine les choses chaque année en examinant et en élaborant plutôt ce document de politique transversale. Et il mettra en avant un effort en crédit de 5,8 milliards d'euros par an de l'ensemble des services de l'État au service des politiques de l'égalité, donc en augmentation très substantielle par rapport aux années précédentes. Alors évidemment, il y a des éléments de paramètres et un peu conventionnels dans ces évolutions d'une année sur l'autre. Documents de politique transversale, des nouveaux programmes sont intégrés, certains parfois sortent, c'est pas le cas ici, mais ça peut arriver. La méthodologie d'imputation des crédits aux enjeux d'égalité femmes-hommes, action par action, peut évoluer, donc il ne faut pas prendre au pied de la lettre ces évolutions. Ceci dit, elle donne, je crois, un sens de l'échelle à laquelle et du sérieux avec lequel ces problématiques sont appréhendées par le gouvernement, puisque je le redis, c'est 5,8 milliards d'euros de crédits annuels qui sont consacrés à ces actions. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut apprécier et mettre en regard en quelque sorte les 76 millions d'euros du programme 137. Alors, pour autant, et vous l'avez souligné, j'y insiste, ce sont des crédits en forte progression. Cette année, de 23 sur 24, mais aussi les années précédentes. Ça fait plusieurs années maintenant, 3 ou 4, que le taux de croissance des crédits imputés sur le programme 137 connaissent des taux de progression à 2 chiffres, de 10, de 15, de 20%, de 22% en crédit de paiement cette année. Ça traduit notre ambition, là aussi, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et la montée en puissance de la grande cause, puisque un des instruments de coordination de cette grande cause pour la deuxième quinquennat consécutif, c'est le service droit des femmes, et c'est le programme 137. La croissance des crédits entre 23 et 24, vous l'avez mentionné également, donc c'est 22%, ça représente 13 millions d'euros, et cette dynamique, elle est tirée par la mise en place d'une nouvelle prestation. C'est un point très important. Je mentionne à mon tour l'aide universelle d'urgence. Vous m'avez posé quelques questions sur le sujet, qui rentrera bien en vigueur, je vous le confirme, comme les parlementaires l'ont décidé, dans la proposition de loi qui lui a donné naissance au 1er décembre prochain. Donc le décret est en cours de finalisation. Il paraîtra évidemment en temps et en heure. Les travaux techniques surtout de préparation du lancement de la prestation ont été conduits jusqu'au bout avec la CNAF, et donc on a toutes les assurances avec la Caisse nationale des allocations familiales que le dispositif sera bien opérationnel. Ça a été important comme travail technique parce que on veut déroger à certains mécanismes habituels de gestion des prestations pour que cette aide universelle d'urgence retrouve sa pleine efficacité. C'est une aide d'urgence, donc elle doit pouvoir être servie de manière extrêmement réactive, justement pour répondre de manière très, très rapide à une situation d'urgence et de besoin particulier. Donc on a prévu qu'en quelques jours, l'aide puisse être débloquée, alors qu'évidemment les processus de gestion habituels des prestations, et notamment des prestations familiales qui sont gérées par les caisses d'allocation familiale, nécessitent des délais de traitement et de paiement plus importants. Le décret, il prévoira en particulier les éléments que vous avez évoqués, c'est-à-dire les montants et les seuils à partir duquel l'aide prendra la forme d'une avance remboursable ou d'une aide directe. Donc le montant de la prestation, il est fixé en référence au montant forfaitaire du RSA. Et le seuil de bascule entre l'aide traditionnelle et l'avance remboursable, c'est 1,5 SMIC. Ce sont les paramètres que nous avons proposé de retenir. Et évidemment, comme vous l'avez disposé, le remboursement pourrait être mis à la charge de l'auteur des violences lorsqu'une peine complémentaire, en ce sens, aura été prononcée de manière définitive par le tribunal. Et c'est à ça donc que correspondent les 13 millions d'euros qui sont inscrits en budgétisation pour 2023, en tout cas dans la proposition que le gouvernement fait au moment du dépôt du texte. Alors s'agissant des autres crédits du programme 137, puisque vous pointez à périmètre constant une baisse des crédits, alors je ne partage pas tout à fait la lecture que vous faites des évolutions de crédits entre 23 et 24. Il y a une baisse qui peut sembler, qui n'est qu'apparente de mon point de vue, parce que vous vous en rappelez sans doute, lors de la discussion de la loi de finances précédente, enfin celle de 2023, il y a eu plusieurs amendements qui ont été adoptés entre le PLF et la LFI. Un amendement qui a été soclé de 2,9 millions d'euros pour le 39-19, qui nous a permis, je reviendrai peut-être tout à l'heure,
d'accroître les moyens de cette structure très importante. Et c'est là que je veux en venir, un amendement de 4,8 millions d'euros pour le soutien aux revalorisations salariales du secteur. Vous savez, dans le cadre du Ségur, des mesures subséquentes, il a fallu revaloriser dans les ESMS, dans toutes les structures, notamment les structures associatives, les rémunérations des professionnels. Une condition indispensable pour restaurer l'attractivité de ces métiers ô combien importants. Il y avait deux composantes dans cette revalorisation exceptionnelle, une composante qui était pérenne et une composante rétroactive. Évidemment, la composante rétroactive, elle n'a pas besoin d'être soclée, puisqu'elle est en quelque sorte one-shot, puisqu'on disposait des crédits en base pour ensuite avoir dans la composante pérenne. Donc, sur ces 4,8 millions d'euros, il y avait 1,8 million d'euros qui ont été consacrés à ces revalorisations rétroactives de l'année 22 et qui sont débasées, du coup, en loi de finances 2024. Donc, c'est une partie de l'explication de l'écart d'un peu plus de 2 millions, de 2,4 millions d'euros que vous avez pointé dans votre intervention. Et on a fait porter ensuite, en surplus, un effort, effectivement, de réduction à la marge sur nos dépenses, notamment de communication, de 600 000 euros. Alors, ces dépenses de communication, ça peut être dommage, évidemment, de leur faire un sort de ce type-là. Deux remarques. D'abord, on a fait ça pour ne pas peser sur les dépenses d'intervention et de soutien aux associations. Il me semblait important de les préserver. Donc, à périmètre constant, les crédits sont intégralement préservés à destination des associations. Et deuxièmement, on a d'autres ressorts en réalité pour pouvoir financer les dépenses de communication. On en finance le programme 124, qui est le programme support du ministère, et on en finance aussi, s'agissant d'une grande cause nationale, je veux dire relativement facilement, en cours d'année, en s'appuyant sur les crédits du service d'information du gouvernement, le SIG. Tout état de cause, un programme comme programme 137 n'est pas équipé pour porter des grandes campagnes nationales que pourtant justifie la grande cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, on a fait ce choix justement pour préserver les dépenses d'intervention et l'impact en quelque sorte du programme. S'agissant des autres questions que vous avez posées, oui, un mot sur la nomenclature. Je partage en partie, évidemment, les remarques que vous avez faites sur l'architecture du programme. Chaque année, d'ailleurs, au moment de l'élaboration du projet de loi de finances, on se repose avec l'ADB cette question de savoir si le découpage en actions d'un côté et puis les indicateurs qui sont portés au PAP sont pertinents et toujours partagés entre la volonté de s'ajuster chaque année au plus près aux évolutions de notre action et la nécessité, dans le temps, de conserver une forme de cohérence pour faciliter la lisibilité et le suivi des dépenses. Donc, il y a toujours un arbitrage pas facile à faire. On a fait le choix de la continuité. Alors évidemment, on a créé une action nouvelle pour abriter la nouvelle aide universelle d'urgence, c'est l'action 26. Mais on a fait le choix, qui est en partie un peu arbitraire, hein, j'en conviens. Un choix qu'on ne fait pas seul, hein, qu'on fait en discussion avec la direction du budget, comme on le fait sur d'autres programmes, de conserver dans leur périmètre et leur intitulé les actions 23, 24 et 25. Qui, malgré tout, me semble-t-il, compte tenu de leur objet, reflètent bien ce qu'on essaye de faire et font bien écho aux principaux axes de notre action en matière d'égalité de politique de l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque l'action 23, c'est le soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes, et l'action 24, c'est l'accès au droit, l'égalité professionnelle, et l'action 25, c'est la prévention et la lutte contre les violences et la prostitution. Sur au-delà de la nomenclature, les questions d'indicateurs. Alors là aussi, c'est un exercice à la fois très nécessaire et très délicat. Mais sur une politique publique aussi ambitieuse, qui se donne pour objet de transformer la société, c'est pas évident de trouver des bons indicateurs. Soit ils sont très pertinents en termes d'impact, mais ils sont très lointains par rapport au levier de politique publique. Et du coup, le rapport entre notre action et l'indicateur est peut-être contesté, critiqué. En réalité, l'évolution de l'indicateur, elle dépend de beaucoup d'autres facteurs que ceux que nous mobilisons dans le cadre du programme. Soit il y a une grande proximité, et c'est un peu le choix qu'on a fait ici, entre l'indicateur que l'on retient et l'action que l'on mène, et on peut lui reprocher de ne pas être suffisamment l'indicateur d'impact, d'être plutôt l'indicateur de moyens ou l'indicateur intermédiaire. Bon, là aussi, il y a une part d'arbitraire et de choix. En les relisant cette année, pendant de partager un peu votre point de vue, je pense qu'ils ne sont pas excessivement explicites. Pour autant, on a décidé de les maintenir. Donc, mais tout à fait preneur de prolonger la discussion avec les membres de la délégation pour essayer d'identifier des indicateurs qui soient plus pertinents. De mon point de vue, et je reviens à mon propos liminaire, la bonne façon d'envisager les choses, c'est plutôt le DPT. Parce que dans le DPT,
on voit l'ensemble des crédits que l'on consacre à cette politique publique, il est plus légitime de mettre ça en relation avec des indicateurs d'impact. Et puis surtout, la véritable perspective dans le domaine de la mesure de l'efficacité et de l'impact de notre politique, notre action en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le gender budgeting, comme on dit en mauvais français, donc c'est le budget intégrant l'égalité. Et moi, je suis très heureux qu'on rentre un peu dans les travaux pratiques sur ce sujet ô combien important. Alors, ça a pris du temps, je le concède. On aurait souhaité vous présenter des choses plus abouties dès ce PLF. En réalité, ce sera plutôt pour le PLF suivant, l'année prochaine. Les travaux ont commencé il y a un certain temps, puisque dès 2018, les annonces ont été faites en ce sens, une expérimentation avec d'autres ministères, notamment le ministère de la Culture, de mémoire, évidemment notre propre ministère, évidemment, le ministère de l'Agriculture aussi, sur un certain nombre d'actions. On a essayé de voir ce que pouvait recouvrer et puis quel était l'intérêt, quel était l'apport aussi de ces méthodes. La crise sanitaire a interrompu ces travaux, mais on a souhaité assez récemment, évidemment, reprendre les choses à bras-le-corps, parce qu'il nous semble que cette méthode doit permettre, et puis c'est l'objectif qu'on poursuit au sein du service et de la DGCS, de diffuser plus qu'aujourd'hui cette culture de l'égalité au sein de l'ensemble des ministères. Notre seul objectif, c'est bien celui-ci, c'est que cette politique publique qui est portée, impulsée par nous au sein de ce ministère de l'égalité, soit en réalité prise en charge et relayée par les autres responsables de programme. Et pour ça, ça suppose un examen systématique de toutes les actions, de tous les programmes, à l'aune de leur impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est rien d'autre que ça, que ce budget intégrant l'égalité. C'est une cotation systématique de toutes les décisions que l'on fait en termes d'impact, neutre, positif ou négatif, avec évidemment l'objectif, quand c'est négatif, de prendre des mesures correctrices ou compensatrices. Donc c'est un travail très lourd, très nécessaire, pour le coup, et qui suppose que l'ensemble... Alors, il y a des enjeux de méthode qui doivent être évidemment affinés. La littérature internationale sur le sujet, parce que ce sont des choses qui sont très portées par l'OCDE, par la Commission européenne, et c'est dans cette philosophie-là que nous nous inscrivons. Il faut qu'on le fasse aussi en se tenant compte de la procédure budgétaire telle qu'elle est organisée en France. Donc on a prévu une mission pour débroussailler en quelque sorte les choses sur le plan méthodologique qui sera confiée entre l'IGAS et l'IGF et qui doit démarrer ses travaux dans les toutes prochaines semaines. Et j'espère les rendre avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Nous disposerons alors d'une feuille de route pour pouvoir nous lancer, et j'espère de manière aussi complète que possible, pour le PLF 2025, dans un budget intégrant l'égalité. Je pense que j'ai au moins effleuré la plupart des questions que vous avez bien voulu poser, et m'en remets d'ailleurs pour des éléments complémentaires le question, et des questions que vous pourrez poser par la suite plus précises à mes collaboratrices et collaborateurs, mais je m'en tiens là pour ces premières réponses. Peut-être laisser la parole à Madame Petit, chef du service des droits des femmes. C'est nécessaire. Très bien, donc quelques éléments d'évolution dans une trajectoire d'augmentation constante des crédits qui sont consacrés à la lutte contre la prostitution et à l'accompagnement des parcours de sortie de la prostitution. Depuis l'entrée en vigueur de l'aide financière à l'insertion sociale, que j'appellerais maintenant AFIS, en décembre de 2017, les crédits qui ont été dévolus à cette aide ont été en constante augmentation, ainsi que les crédits dévolus à l'accompagnement des personnes en situation de prostitution. En 2018, les crédits totalisaient 4,8 millions d'euros sur l'ensemble de l'action 15.
En 2022, cette action a atteint 4,5 millions, avec une progression de 3,3 millions par rapport à 2021. Moi, ce que je voudrais peut-être souligner, c'est pour 2024, une augmentation de 150 000 € pour s'adapter au rehaussement de la trajectoire du nombre de bénéficiaires de l'AFIS. Et je vais peut-être vous donner quelques chiffres. Donc, au 30 juin 2023, 98 commissions départementales de lutte contre la prostitution ont été installées. Il ne manque plus que 2 départements, la Haute-Marne et les Alpes-de-Haute-Provence, qui seront installés d'ici la fin de l'année. Le nombre d'associations agréées pour la mise en œuvre des parcours de prostitution est également en progression. 121 en 2023, 119 en 2022. Le nombre de parcours de sortie est lui-même en forte augmentation. Augmentation de 44% entre 2022 et 2023, entre 2021 et 2022, puisqu'au 1er janvier 2023, excusez-moi, on est à 643 parcours de sortie de la prostitution. Et donc, depuis 2017, 1242 personnes au total ont intégré un parcours, ce qui signifie une progression à la fois constante et assez exponentielle qui justifie que les crédits qui y sont dévolus soient en augmentation à nouveau pour 2024. Merci beaucoup. Attends. Est-ce que d'autres éléments complémentaires ou pas? Avant de passer peut-être, je vois que notre rapporteur a un certain nombre, a quand même plusieurs questions. Ce que je proposerai, chers collègues, c'est que on prenne d'abord les questions de notre rapporteur avant d'avoir les prises de parole des oratrices de groupe. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour les éléments. Moi, j'ai une question sur les commissions départementales. Donc, effectivement, elles sont installées dans 98 départements, comme vous venez de l'indiquer. Mais nous, on avait donc recommandé dans le rapport l'an dernier qu'elles puissent se tenir 2 fois par an. Donc, au-delà de l'installation, est-ce que ces commissions se tiennent et ont vocation à se tenir de manière assez régulière dans l'ensemble des départements où elles sont installées? Et sur les 2 départements manquants, y a-t-il une date prévue d'installation? D'autres questions ou pas? D'autres questions ou pas? Sur celle-ci. C'est avant sur les 2 départements manquants, c'est bien prévu d'ici la fin de l'année. Sur le rythme des réunions, j'ai pas d'informations sous les yeux. Il me semble qu'elles sont relativement actives. Dans la moitié un peu plus de la moitié, 56 sur 98, il y a l'aide AFIS qui est gérée dans ce cadre-là a été mise en place. Il ne faut pas perdre de vue aussi que ces problématiques sont assez concentrées sur le territoire français. Ce n'est pas un phénomène prostitutionnel qui n'est pas homogène. Donc il y a certains territoires où il y a une grande activité, et en termes d'AFIS et en termes de réunions de la commission, et d'autres départements, évidemment, où c'est moins fréquent. Je crois que ça reflète, il faut toujours, évidemment, animer tout cela, mais je crois que ça reflète aussi la différence de prévalence territoriale de ces phénomènes. D'autant que certaines commissions départementales ont des parcours de sortie de la prostitution, d'autres n'en ont pas, selon les réalités territoriales. Et donc, celles qui ont des parcours de sortie sont amenées à se réunir peut-être plus régulièrement. La liste des mesures par département, il y a quand même 5 départements qui font l'essentiel de l'activité en termes d'AFIS. C'est Paris, Bouches-du-Rhône, Isère, j'allais dire bizarrement, le Rhône et la Haute-Garonne, qui sont les plus concernés. Oui, Paris, c'est Paris département. Paris département. Région Île-de-France. Paris département, c'est à l'échelle départementale. Donc c'est Paris département. Paris département.
Merci pour vos propos liminaires, monsieur, mesdames, et pour ces premiers éléments de réponse. Ce que je vous propose, c'est de laisser maintenant la parole pour 2 minutes à chacune des oratrices des différents groupes politiques, en commençant par Madame Engrand pour le Rassemblement national et pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, chers collègues, dans le projet annuel de performance annexé au budget général portant sur le programme 137, intitulé donc Égalité entre les hommes et les femmes, plusieurs chiffres sont mis en évidence, tels que l'augmentation de 20% du budget du programme pour 2024 par rapport au précédent, nous verrons si c'est bien sûr ça va être le cas, ou encore le taux de prise en charge des appels au 3919 que le gouvernement souhaite porter à la hausse. Parmi ces chiffres, l'un d'entre eux m'a davantage interpellé. À l'action 25, le gouvernement propose une hausse de 400 000 € du budget, soit un budget total de 1,7 million seulement, pour approcher les conjoints victimes de violences conjugales dans les milieux ruraux. En effet, un rapport sénatorial publié en date du 14 octobre 2021 rappelle que les territoires ruraux concentrent 47% des féminicides constatés chaque année, partant qu'il est vraisemblable que le taux de violence conjugale entre les territoires ruraux et les territoires urbains ou périurbains soit à l'équilibre. Pourtant, donc, en 2021, seuls 20% des personnes interrogées dans le cadre des consultations juridiques menées par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles provenaient de la ruralité. Chaque année, le gouvernement augmente un peu plus l'enveloppe, mais celle-ci reste visiblement insuffisante pour parvenir à un maillage convenable. Ma question est donc la suivante. Pourquoi tant de prudence dans l'augmentation des crédits alloués aux associations allant vers les populations situées en zone rurale, alors qu'elles sont celles qui en ont le plus besoin? Merci. Madame Martin pour le groupe LFI pour 2 minutes également. Merci Madame Engrand. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Excusez-moi. Merci. Donc, je vais revenir sur le rapport de la Cour des comptes qui nous a fait observer un certain nombre de manquements, une absence de stratégie globale et de coordination. Sur le plan du suivi budgétaire, la Cour a noté de nombreux problèmes. Une vision maximaliste proposée chaque année dans le document de politique transversale, une logique d'affichage, et elle note aussi des lacunes dans la conception des mesures elles-mêmes. Souvent, elles ne sont pas fondées sur un diagnostic précis des besoins. Nous avons auditionné la Cour des comptes en début d'après-midi. Et les personnes auditionnées sont revenues sur ce manque de diagnostic précis des besoins. Et je pense qu'il serait intéressant d'y revenir et pour pouvoir bâtir une politique publique en cohérence avec ses besoins. Alors, j'ai de nombreuses questions et du coup, ça m'a amené à en sélectionner que quelques-unes, vu le temps qui m'est imparti. La première, par rapport à l'action 23, soutien du programme Égalité entre les femmes et les hommes. Vous prévoyez une baisse massive des crédits, ça a été dit par Madame la rapporteure, 42%, donc presque divisé par 2 selon comment on va compter. Pourtant, c'est cette action qui finance les actions de communication et de sensibilisation des publics. Et on sait combien il est important de sensibiliser les publics sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Comment justifiez-vous cette baisse drastique? C'est donc une première question. Et je m'autoriserai une deuxième question sur l'action 25, prévention et lutte contre les violences et la prostitution. L'action 25 connaît une légère baisse dans le budget 2024 par rapport à la loi de finances 2023. Pouvez-vous nous en expliquer la raison? Je vous remercie. Merci Madame Martin. Madame Battistel pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Madame la chef de service et Madame l'adjointe à la chef de service. Je reviendrai aussi sur le rapport de la Cour des comptes, même si vous sembliez, lorsque ma collègue intervenait, ne pas être tout à fait d'accord avec ce qu'il était dit. Mais en tout cas, l'égalité de genre a été déclarée grande cause nationale des 2 quinquennats du président de la République, répondant ainsi à une demande sociale forte dans le sillage du mouvement MeToo et d'une prise de conscience majeure de la société sur la question des rapports femmes-hommes. Cela a conduit à l'organisation de temps de communication et d'annonces à des dates symboliques qui n'ont pas pour autant posé les jalons d'une politique d'égalité efficace que demandent avec force nos concitoyens. Ainsi, la politique homme-femme ou femme-homme de ce gouvernement, bien qu'ambitieuse sur le plan des intentions, n'est pas assortie de moyens financiers et de mesures structurelles qui permettraient d'atteindre l'égalité réelle. Telles sont les conclusions de la Cour des comptes qui a récemment commis un rapport issu d'une proposition citoyenne au sujet de la politique d'égalité mise en œuvre par l'État.
Ce rapport pointe aussi la profusion de documents stratégiques produits par le gouvernement, les 40 mesures du comité interministériel de 2018, les 54 mesures du Grenelle des violences en 2019, la convention interministérielle entre les filles et les garçons en 2019 également, et le plan de lutte contre les mutilations féminines en 2019 également. Vos services et votre direction interministérielle ont donc à mettre en œuvre un ensemble de mesures sans que celles-ci soient forcément coordonnées dans une feuille de route précise et unifiée qu'aurait pu produire le gouvernement. Donc ma question première, c'est est-ce que cela pénalise vos travaux ou est-ce que vous pouvez vous en passer? Ainsi, dans sa réponse formulée à la Cour des comptes, dans une communication date du 14 septembre, la Première ministre esquisse les contours d'un futur comité de suivi interministériel qui devrait se réunir avant la fin de l'année. Avez-vous plus d'indications à fournir à la représentation nationale et plus particulièrement à notre délégation à ce propos? Et pour finir sur les moyens, estimez-vous que les crédits alloués à la politique égalité soient suffisants dans le cadre de ce projet de loi de finances afin d'atteindre les objectifs au regard de l'augmentation très forte des besoins? Je vous remercie. Merci Madame Battistel. Et merci pour vos questions. Monsieur le directeur, Madame la chef de service, je vous laisse la parole pour répondre à l'ensemble de ces points et nous aurons peut-être le temps effectivement de reprendre une série derrière s'il y a d'autres questions. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le rapport de la Cour des comptes, un rapport que l'on connaît bien. Vous savez que la Cour des comptes travaille sur des longues périodes de temps, donc on a l'occasion d'être auditionné, on a l'occasion de répondre une fois, deux fois, même une troisième fois maintenant dans la nouvelle procédure. Donc on a eu un débat. C'est pour ça que je me permettais de sourire quand la question a été évoquée tout à l'heure. Excusez-moi si j'étais trop expressif. Parce qu'on ne se retrouve pas complètement, et on l'aura dit d'ailleurs dans les propos tenus par la Cour des comptes, je trouve excessivement négatif sur l'ambition et l'efficacité du programme d'action qui se déploie depuis maintenant 2 quinquennats. Je pense que avoir été grande cause du premier puis d'un second quinquennat, une configuration tout à fait inédite, et que le niveau de visibilité, d'engagement a considérablement progressé. Alors évidemment, les indicateurs dont on dispose pour étayer cette affirmation, ils sont un peu imparfaits. J'évoquais la croissance, qui n'en est pas complètement une, je le concède, du périmètre du DPT, mais le fait qu'on puisse aujourd'hui, de manière tout à fait pragmatique, envisager un budget intégrant l'égalité, je crois que ça prouve que le niveau de conscience sur ces sujets et l'impératif de se battre sur tous les fronts de ce combat, parce que c'est un combat de société, est beaucoup plus développé qu'avant. Et si on n'était pas passé par toutes les étapes que vous décrivez, que vous avez décrites, je pense qu'on n'en serait pas au point où on en est. Est-ce que ça suffit? Je ne pense pas. Il y a un point dans lequel, d'ailleurs, je souscris, je souscris, s'agissant des travaux de la Cour, vous allez peut-être sourire à votre tour, c'est le dimensionnement réduit des moyens qui nous sont attribués en termes humains. Vous n'avez pas tout le service du droit des femmes ici, vous avez une partie importante du service du droit des femmes devant vous, c'est 25 personnes au niveau central et c'est 124 TP au niveau déconcentré. Encore une fois, c'est qu'une partie des moyens dévolus à notre action, mais à l'action globale du gouvernement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est la colonne vertébrale. Et ce sont des équipes qui sont effectivement sous-dimensionnées pour répondre aux besoins qui sont les nôtres. C'est une politique, je ne l'ai pas beaucoup dit, mais qui est très partenariale. On travaille beaucoup avec les associations, d'ailleurs, quel que soit leur lieu d'implantation, y compris évidemment dans la ruralité, qui est partie aussi des objectifs que nous poursuivons, d'être présents partout. Et donc, il y a un travail en termes d'ingénierie, de partenariat, de maillage, d'animation, de convention, parce que ce sont des partenaires que l'on finance, qui est extrêmement lourd sur le plan administratif. Et ça repose sur les équipes, donc les 150 personnes issues du service droit des femmes et de ses ramifications locales. Donc là, je reconnais qu'il y a sans doute un hiatus aujourd'hui, qu'on n'a peut-être pas pris la mesure d'un redimensionnement nécessaire des moyens humains de nos équipes pour mettre en place les différents plans que vous avez cités. Et à commencer par le plus récent, toutes et tous égaux, dévoilé par Madame la Première ministre le 8 mars dernier, qui me semble quand même embrasser assez largement l'ensemble des problématiques. Ça n'exclut pas évidemment des feuilles de route plus sectorielles pour mobiliser tel ou tel secteur ou avancer dans tel ou tel domaine, mais
Justement, on est passé d'une situation où on avait un focus essentiel et qui est toujours très présent dans notre esprit et sur lequel il faut continuer à avancer des violences, à une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus transversale où, à côté des violences faites aux femmes, on parle santé des femmes, on parle égalité professionnelle et on parle de culture de l'égalité. Et ça, c'est un point qui me paraît excessivement important. C'est un combat idéologique, au bon sens du terme, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça suppose justement déconstruire toute une série de stéréotypes dès le plus jeune âge. Donc c'est un combat sociétal et qui passe par la diffusion, la construction d'une culture de l'égalité. Et c'est une dimension très ambitieuse qui est au cœur, c'est le 4e axe d'ailleurs, du plan qui a été présenté le 8 mars dernier. Vous avez aussi pointé la baisse des moyens. Je pensais y avoir répondu et peut-être pas été suffisamment clair dans ma présentation liminaire. Et pour le dire vite, il n'y a pas ou très peu de baisse de moyens. La seule baisse qu'on peut vraiment documenter, c'est les 600 000 euros. Parce qu'on dit 44%, mais on parle de 600 000 euros. 600 000 euros sur des crédits de communication. Alors je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, surtout après avoir parlé de culture de l'égalité. Cette culture, elle se diffuse, elle se construit aussi par des campagnes de communication. C'est un instrument au service de notre politique publique, mais ce n'est pas dans ces budgets-là, alors on serait plus content si on avait nos 600 000 euros en plus, hein, mais ce n'est pas dans ces budgets-là que l'on pioche habituellement pour construire des campagnes ambitieuses. Et on s'appuie, je l'ai dit, sur les programmes support du ministère, le programme 124, ou sur les disponibilités budgétaires en cours d'année du service d'information du gouvernement. On a fait ce choix d'affecter ce léger manque à gagner de quelques centaines de milliers d'euros sur cette ligne-là pour préserver justement l'intégralité des moyens du ministère destinés aux associations, ce qui nous paraissait évidemment la priorité. Dans un contexte quand même, je le redis, alors on peut discuter sur le périmètre courant ou le périmètre constant, et c'est une discussion qui est tout à fait légitime, où le programme, la budgétisation progresse de 22% en crédit de paiement, après des progressions à 2 chiffres depuis plusieurs années. Donc je redis que les moyens sont en progression, ils sont très substantiellement plus élevés qu'il y a encore quelques années. Le programme, il a plus que doublé en 5 ans. Parce que quand on regarde le programme 137 au début du quinquennat, du premier quinquennat du président de la République, par exemple, on s'apercevrait qu'il était tout à fait incomparable. Sur la ruralité, Madame la députée, partage, je l'ai dit, hein, votre préoccupation. On fait en sorte de nouer ce partenariat partout en France, dans tous les départements, avec les associations et les ressources du territoire. Est-ce que ça suffit à avoir une couverture complète du territoire? Sans doute que non. Il y a un point important, je ne l'ai pas beaucoup mentionné, mais c'est un partenaire important du ministère, sur lequel je voudrais insister, c'est le numéro de téléphone d'urgence, qui est le 3919. Évidemment, par définition, tout le monde peut l'appeler. Et on a après, d'ailleurs, des débats compliqué l'année dernière sur le niveau de budgétisation de l'association qui s'en occupe. On a pu considérablement renforcer ses moyens avec 2,9 millions d'euros supplémentaires sur cet opérateur et sur d'autres opérateurs de téléphonie. L'offre de service est très importante, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a mis en place des mécanismes aussi d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et le taux de décroché, qui était un point de préoccupation qui a été soulevé par les parlementaires à plusieurs reprises, a progressé, puisqu'on est passé de 75 à 85%, et qu'on a l'objectif d'atteindre 95% dans maintenant très peu de temps. Donc c'était nécessaire de renforcer ces moyens-là, parce qu'il nous faut évidemment de la ressource qualifiée. Ce n'est pas évident de prendre et de recevoir et de traiter ce type d'appel, et ça a été fait. L'autre partenaire très important pour nous, pour mailler le territoire, ce sont les CIDFF, où certains d'entre vous y ont fait allusion. C'est un partenaire historique du ministère sur lequel on s'appuie beaucoup et qui développe un panel d'offres de services très important. Dans le cadre en particulier du plan Toutes et tous égaux, on renforce ce qu'on appelle les services emploi pour accompagner vers l'égalité économique, vers l'accès au marché du travail en réalité, les femmes qui accèdent au CIDFF, mais la palette de services dans tous les domaines, le juridique, la lutte contre les violences, l'économique, le social, est très vaste. Donc c'est un partenaire de premier ordre avec des agents très engagés. Merci, monsieur le directeur. D'autres éléments à apporter?
Ou pas, mesdames? Sinon, juste avant de laisser, parce que notre rapporteur aura une question complémentaire, j'ai pas vu d'autres mains se lever, mais n'hésitez pas à vous signaler si vous avez des questions. Tout de même, saluer, monsieur le directeur, vous avez évoqué Madame Battistel tout à l'heure. Alors, juste une remarque, saluer quand même, vous avez évoqué effectivement, c'est un combat de société, et saluer le fait que ce combat de société, on le mène à vos côtés, mais vous le menez au quotidien avec 25 personnes en centrale, et 124, vous me glissiez à l'oreille tout à l'heure, en déconcentré, sont des agents qui peuvent être seuls au sein d'une équipe de nos conseils, de nos préfectures. Donc il y a un sujet, tout de même, de moyens effectivement humains à renforcer, et d'outils aussi, moi je tenais à dire sur le rapport de la Cour des comptes, qui présente quand même un certain nombre d'éléments, notamment sur le pilotage, qui pourraient s'appliquer à bien d'autres politiques publiques en France, donc il faut en tirer les enseignements. Mais comment améliorer justement ces politiques de pilotage? Moi j'en citerai deux, qu'on a poussées au cours de ces dernières années avec les différentes ministres qui se sont succédés, les parlementaires. Je pense par exemple au plan de déploiement dans chacune de nos régions de 2 maisons des femmes, sur le modèle de celle de Saint-Denis, de 2 centres d'accueil des auteurs de violences conjugales, là aussi dans toutes les régions. Moi, je suis frappé de voir que nous impulsons ces politiques, nous réussissons à les faire acter, voter les budgets, et que derrière le pilotage se retrouve partagé soit par différents ministères, soit par différents organes déconcentrés. Par exemple, sur les maisons des femmes, c'est réparti sur les ARS, sans qu'il y ait une visibilité en centrale, où on s'aperçoit derrière que les crédits sont pas forcément alloués à des structures qui répondent aux critères de départ. Et je pense que là, le rapport de la Cour des comptes nous invite à une amélioration du pilotage, ou en tout cas à s'appuyer sur ce rapport pour exiger une amélioration du pilotage, tant dans son organisation que dans les indicateurs qui sont définis. Et juste avant de laisser la parole à notre rapporteur sur le DPT, mais je crois que ce sera aussi sur le DPT, comment pouvons-nous faire pour avoir un DPT beaucoup plus tôt? Parce que tous les ans, c'est la même question, mais c'est vrai que c'est le premier outil de pilotage. Et comment pourrions-nous imaginer peut-être pour l'année prochaine déjà un renvoi à tous les parlementaires du DPT de l'année précédente, au mois de juillet, on peut le demander effectivement, mais ça peut être une bonne base. Et comment imaginer qu'on puisse avoir celui-ci clairement au mois de septembre, et pas parce que tous les ans on a la même question, il tombe clairement un peu tard et bien après la présentation en tout cas du budget, ou en tout cas est associé dessus. Et je cède la parole à notre rapporteur, avant de céder également la parole à Madame Battistel qui aura une question complémentaire aussi. Merci beaucoup. Juste une question, vous avez indiqué donc que le DPT serait à hauteur de 5,8 milliards d'euros, donc ça représente une augmentation assez substantielle par rapport au DPT 2023. Et donc, est-ce que vous pourriez nous indiquer quels programmes font leur entrée cette année dans le DPT? Merci beaucoup. Et si vous voulez bien, je prends également la question de Madame Battistel pour que vous puissiez répondre à l'ensemble de ces questions et remarques. Oui, merci Monsieur le Président. Ça va être très très court. Simplement, Monsieur le Directeur, je crois que vous n'avez pas, ou alors sauf erreur de ma part, répondu à ma demande de précision sur la communication de la Première ministre, si vous aviez des éléments plus précis à nous fournir sur cette date. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je rejoins tout à fait le Président lorsqu'il évoquait les maisons des femmes. Très, très heureuse qu'il y en ait une en Isère que j'ai visitée il y a 15 jours. Et je peux vous dire qu'au-delà du fonctionnement et des personnes très motivées qu'il y a, les moyens ne sont évidemment pas suffisants. Et je ne sais pas comment efflécher tout cela, mais pour que ça fonctionne bien, il faut des moyens vraiment affectés avec des personnels en nombre pour accueillir toutes les femmes qui en ont besoin, parce que lorsqu'il n'y en a pas de dotation dans tous les départements, évidemment que ça se retrouve un petit peu sur le même département et que ce n'est pas forcément toujours suffisant. Merci. Merci. Peut-être quelques mots sur le DPT. Alors, commencer par là tout à l'heure, après nous excuser sur le caractère tardif de la transmission. On partage l'idée que c'est un document utile dont il faudra disposer le plus tôt possible. Donc, c'est pas un document qu'on élabore seul, vous imaginez, puisque c'est chaque responsable de programme qui nous adresse sa contribution au titre du DPT, contribution qui doit être relue, questionnée, challengée, parce que ça pose des questions d'ordre méthodologique pour qu'on puisse isoler dans l'action ou le programme qui a été visé, qui nous soumet sa contribution, la part qui relève vraiment et qui doit être retenue au titre du droit des femmes et de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est
un travail qui nous prend plusieurs semaines, plusieurs mois, même tout au long de l'été, au même titre qu'on répond aux questionnaires parlementaires. On confectionne ce DPT. C'est un travail voilà, un peu lourd. Une question qu'on peut se poser, d'ailleurs, même si moi je suis attaché à ce document, c'est l'avenir du DPT dans un contexte où on aurait un budget intégrant l'égalité. Quelque part, peut-être que la vocation à dépérir ce DPT au profit d'une reconnaissance pleine et entière de la dimension genrée des politiques publiques via le budget intégrant l'égalité. Mais tant qu'on n'a pas suffisamment avancé sur le BIE, je préfère consolider et continuer à produire ce DPT. Mais à terme, la question va se poser. Alors, pour répondre plus précisément à la question qui a été posée par Madame la rapporteure, donc oui, je confirme qu'on est sur 5,8 milliards d'euros en crédit de paiement. C'est encore plus en autorisation d'engagement dans ce nouveau DPT, puisqu'on est à 6,9 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Il y a 45 programmes qui concourent à l'évaluation des crédits retracés dans ce DPT. C'est 6 de plus qu'en 2023, puisqu'il y en avait 39. Et il y en avait déjà que 33 en 2022. Alors il y a plusieurs phénomènes. Il y a des programmes qui étaient déjà présents, mais qui contribuaient de manière littéraire, qui expliquaient ce qu'ils faisaient, mais il n'y avait pas de chiffres. Et pour la première fois, ils vont produire des chiffres. Le programme 131, par exemple, va contribuer. Il contribue de manière littéraire. Il contribuera à hauteur de 519 millions d'euros dans la nouvelle version du DPT. C'est un seul exemple. Il y a 2 programmes qui inscrivent directement des crédits pour la première fois. C'est le programme 308, Protection des droits et des libertés, et le programme 624, Pilotage et ressources humaines. C'est des contributions qui sont assez limitées. En réalité, pour donner les ordres de grandeur, c'est beaucoup les programmes ministère de l'Emploi qui pèsent énormément dans le DPT, notamment les programmes 103, Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi, pour plus de 2 milliards d'euros. Et l'accès et le retour à l'emploi pour 600 millions d'euros, c'est le programme 102. Donc on est quelques gros contributeurs aux politiques de l'égalité. C'est pas surprenant, puisque l'égalité l'égalité économique est un élément tout à fait central de notre politique de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. J'ose espérer que dès la semaine prochaine, vous pourrez vous plonger dans cette lecture, puisqu'on aura réussi à vous transmettre les éléments. Je n'ai pas d'éléments de calendrier sur les intentions de la Première ministre en matière de réunion d'un comité interministériel. Ce que je peux vous dire, c'est que les ministres successifs en charge de l'égalité attachent un soin, je dirais, jaloux et attentif au suivi de l'exécution du plan qui a été arrêté le 8 mars. Madame Rome, dans ses fonctions précédentes, avant l'été, a réuni un comité interservice destiné à faire un premier bilan d'étape sur la mise en œuvre du plan, l'appropriation par l'ensemble des ministères de chacune de leurs mesures, et vérifier en effet, et c'était ce à quoi a conclu la réunion, que chaque ministère était désormais à la tâche pour l'exécution des mesures lui incombaient, qu'il n'y avait aucune mesure orpheline, que tout était attribué à un ministère. Donc on a quelque part fait cette vérification au moment quelques mois après le lancement du plan au mois de juin. Comme vous, sans doute, on attend avec impatience une réunion de haut niveau, au niveau de la Première ministre, pour faire un premier bilan de l'avancée des différentes mesures. Bon, les préannonces qu'on a, c'est que cette réunion pourrait avoir lieu avant la fin de l'année, mais je n'ai pas d'éléments plus précis à faire valoir. Merci, monsieur le directeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas, madame la rapporteure? Toute petite question sur les dispositifs d'intervention en direction des auteurs de violences conjugales. Est-ce que vous pouvez nous dire quel budget y est consacré? Est-ce qu'il y aura une évaluation de ce dispositif? Les yeux, je vais passer la parole à Catherine Morin. C'est un dispositif important qui est parfois contesté, qui est partagé en plus en termes de pilotage avec le ministère de la Justice. Moi, je suis persuadé à ce stade, et sous réserve d'une évaluation à venir, de l'intérêt de travailler dans cette direction. Pour protéger les femmes, il faut aussi assumer de traiter les auteurs. Encore une fois, ça n'a pas de soi. C'est parfois contesté par certaines associations. Je trouve le dispositif intéressant, et je laisse Catherine préciser les choses. Sur le budget. Oui, sur le budget est stable à hauteur de 6,1 millions d'euros. Le nombre de centres de prise en charge pour auteurs est stable aussi,
30 pour une raison simple, c'est que bientôt 3 années après la création de ce dispositif, nous entrons à présent dans une phase d'évaluation. Une évaluation qui se fonde à 2 niveaux. Une évaluation des 3 premières années de mise en œuvre en lien avec la RSL chargée de la coordination de ce dispositif, et une évaluation, je dirais, avec un peu plus de hauteur, entre guillemets, qui est conduite sur un temps plus long par des chercheurs, donc une recherche-action sur 2 ans qui produira ses conclusions à la fin de l'année 2025. Donc le temps de cette évaluation, voilà, les crédits sont stables. Et nous poursuivons donc l'engagement qui est celui du ministère avec ces 30 centres dont l'action va être donc évaluée. Pour prolonger la réflexion qui est faite, ça peut paraître long. Vous avez le pilotage en plus. Oui, on Parce a que de mémoire, Madame Isabelle Rome avait vraiment repris le pilotage au ministère directement. Tout à fait. Ça peut paraître long, ça l'est pour 2 raisons. C'est pas trop long, mais ça l'est pour 2 raisons. D'abord, il faut que la mesure se déploie et produise ses effets. Et puis, il faut le temps de l'observation de la réalité de ces effets. Le premier objectif qu'on poursuit, c'est de réduire la récidive, de la supprimer. Donc, il faut se donner le temps d'observer si oui ou non les auteurs qui sont traités, pour le dire comme ça, récidive ou pas. D'où la nécessité, pour être honnête et transparent, d'avoir une période d'observation qui soit suffisamment longue, raison pour laquelle ça prend le temps qui a été évoqué par Madame Petit. Je pose éventuellement la question, parce que ce serait une bonne chose si pour les maisons des femmes, ça pouvait être la même chose. En tout cas, d'avoir un suivi, y compris pour la politique d'évaluation à un moment donné, d'impulsion d'abord, et d'évaluation, à mon avis, avec les moyens qui vont avec. Mais... S'il n'y a pas d'autres éléments à apporter au débat et pas d'autres questions, je propose que nous levions cette séance en vous remerciant pour votre présence et en vous remerciant pour votre participation et l'ensemble des éléments apportés, messieurs et mesdames. Une réunion mardi prochain à 17h15 avec l'audition d'Aurélien Rousseau.